Madrid, 1556. Le jeune roi Philippe II hérite du plus grand empire que le monde ait jamais connu. L'Espagne contrôle la péninsule ibérique, les Pays-Bas, une grande partie de l'Italie, Naples, la Sicile, la Sardaigne. Elle possède les Philippines en Asie. Elle domine toute l'Amérique latine, du Mexique au Pérou, en passant par les Caraïbes. Des galions chargés d'argent et d'or arrivent chaque année de Potosí, les mines les plus riches de l'histoire. Philippe II est le monarque le plus puissant d'Europe, son armée est la plus redoutée, sa marine contrôle les océans, ses possessions couvrent 4 continents. Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire espagnol. Les rois d'Europe tremblent devant sa puissance. Le pape lui-même cherche ses faveurs. Et pourtant, 1 an après avoir pris le pouvoir, Philippe II est forcé de faire quelque chose d'impensable, d'humiliant, de catastrophique. En 1557, il déclare la banqueroute. L'empire le plus riche du monde ne peut pas payer ses dettes. Ce ne sera que le début. Au cours des 140 années suivantes, l'Espagne des Habsbourg déclarera la faillite 14 fois. 14 fois. Le plus puissant empire de la planète, celui qui possède les mines d'argent les plus riches de l'histoire, celui qui contrôle le commerce mondial, ne peut pas gérer ses finances. C'est l'histoire la plus absurde et la plus tragique de l'incompétence économique d'un empire. Tout commence avec une guerre héritée. Le père de Philippe II, Charles Quint, a passé sa vie à combattre les protestants allemands, les Turcs ottomans et le roi de France. Ces guerres ont coûté des fortunes colossales. Quand Charles abdique en 1556, épuisé et vaincu, il laisse à son fils Philippe un empire gigantesque et une dette encore plus gigantesque. Philippe hérite de 36 millions de ducats de dettes. Les revenus annuels de l'Espagne sont de 6 millions de ducats. Philippe doit donc 6 fois le revenu annuel de son royaume avant même de commencer son règne. Les intérêts sur cette dette absorbent 68% des revenus du gouvernement. Avant de payer un seul soldat, avant de construire un seul navire, avant de financer la moindre administration, Philippe doit payer les banquiers. Ces banquiers sont principalement allemands et italiens, les Fugger d'Augsbourg, les Welser, les banquiers génois. Ils ont prêté des sommes colossales à Charles Quint pour financer ces guerres. Maintenant, ils veulent être remboursés. Et Philippe n'a pas l'argent. En 1557, après seulement 1 an de règne, Philippe fait défaut. Il annonce unilatéralement que tous les emprunts à court terme sont convertis en obligations à long terme à faible taux d'intérêt. C'est une banqueroute déguisée. Les banquiers qui attendaient d'être remboursés dans quelques mois sont forcés d'accepter des paiements étalés sur des décennies à des taux qui ne couvrent même pas l'inflation. Les conséquences sont immédiates et désastreuses. Les banquiers refusèrent de prêter davantage à l'Espagne. Philippe ne peut plus financer ses armées. Les soldats espagnols aux Pays-Bas ne sont pas payés. En 1576, les troupes espagnoles non payées se mutinent et saccagent d'Anvers dans ce qui deviendra connu sous le nom de Furie espagnole. 7000 civils massacrés. La ville la plus riche d'Europe mise à sac par l'armée censée la protéger. Tout cela parce que Madrid ne pouvait pas payer les salaires. Mais Philippe a besoin d'argent pour continuer ses guerres. Il a besoin des banquiers. Donc, après quelques années, il négocie un nouveau règlement avec les créanciers. Il promet de respecter ses engagements. Il offre de meilleures garanties. Les banquiers, n'ayant pas d'autres grands emprunteurs en Europe, acceptent de prêter à nouveau. Mais cette fois, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Philippe emprunte maintenant à 12 à 15 % alors qu'il empruntait auparavant à 5 à 7 %. Les galions arrivent du Nouveau Monde chargés d'argent. Entre 1560 et 1600, 17 000 tonnes d'argent arrivent à Séville. C'est une richesse inimaginable. Mais tout cet argent passe directement dans les mains des banquiers. Philippe doit hypothéquer les futures cargaisons d'argent avant même qu'elles ne quittent l'Amérique. Les galions arrivent, l'argent est déchargé, et il est immédiatement transféré aux banquiers génois et allemands. L'Espagne ne voit presque rien de sa propre richesse coloniale. En 1575, Philippe fait faillite une 2e fois. Même processus. Conversion forcée des dettes. Les banquiers furieux refusent de payer de prêter. Les armées ne sont pas payées. Nouvelle mutinerie. Puis après quelques années, négociations, nouveaux prêts à des taux encore plus élevés. Le cycle se répète. Philippe II continue ses guerres. Contre les protestants hollandais qui se rebellent. Contre l'Angleterre d'Élisabeth Ier. Contre la France. Contre les Turcs en Méditerranée. Chaque guerre coûte des millions. La victoire de Lépante contre les Turcs en 1571 est glorieuse mais ruineuse. L'armada envoyée contre l'Angleterre en 1588 est un désastre qui coûte 10 millions de ducats et ne rapporte rien. En 1596, 3e faillite. En 1607, sous le règne de Philippe III, 4e faillite. En 1627, sous Philippe IV, 5e faillite. En 1647, 6e faillite. En 1652, 7e faillite. En 1662, 8e faillite. Les faillites se succèdent comme les saisons. Chaque génération de Habsbourg,
hérite d'un empire et d'une dette impayable, fait faillite au moins une fois, puis lègue le même fardeau à la génération suivante. Le processus est toujours le même. Le roi dépense plus que ses revenus pour financer des guerres. Il emprunte aux banquiers à des taux de plus en plus usuraires. L'argent des Amériques arrive mais est déjà hypothéqué. Les revenus futurs sont dépensés des années à l'avance. Quand le roi ne peut plus payer, il déclare faillite, convertit les dettes et recommence le cycle. Les taux d'intérêt deviennent délirants. Dans les années 1550, l'Espagne emprunte à 5 à 7 %. Dans les années 1590, à 15 à 20 %. Dans les années 1630, à 30 à 40 %. Dans les années 1650, certains prêts atteignent 50 % d'intérêt. 50 %. Pour chaque ducat emprunté, l'Espagne doit rembourser un ducat et demi un an plus tard. C'est de l'usure pure, mais l'Espagne n'a pas le choix. Aucun banquier rationnel ne prêterait à un gouvernement qui a fait faillite 6, 7, 8 fois, sauf à des taux qui reflètent le risque astronomique. Pourquoi les banquiers continuent-ils à prêter à l'Espagne malgré les faillites répétées? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. L'Espagne est le plus grand emprunteur d'Europe. Les revenus de l'argent américain, même hypothéqué, offrent une garantie que peu d'autres emprunteurs peuvent en fournir. Et les banquiers calculent qu'en cas de faillite, ils récupéreront au moins une partie de leur argent lors des restructurations ultérieures. Prêter à l'Espagne à 40 % est plus rentable que de ne prêter à personne. Mais le vrai problème n'est pas le coût du crédit. Le vrai problème est structurel. L'Espagne dépense tout son argent pour des guerres qui ne rapportent rien. Philippe II dépense des fortunes pour conquérir le Portugal en 1580. Succès total, mais le Portugal ne génère pas de revenus suffisants pour justifier le coût de la conquête. Philippe dépense des millions pour combattre les protestants hollandais. Échec total. Les Pays-Bas deviennent indépendants en 1648 et l'Espagne a gaspillé 80 ans et des milliards de ducats pour rien. L'économie espagnole elle-même est en déclin terminal. L'afflux massif d'argent américain cause une inflation catastrophique. Les prix en Espagne sont les plus élevés d'Europe. L'industrie espagnole ne peut pas concurrencer. Pourquoi fabriquer des textiles en Espagne quand on peut les importer moins cher de Flandre ou d'Angleterre? L'Espagne devient un pays qui importe tout et ne produit presque rien malgré ses colonies immenses. La population espagnole décline. Les guerres constantes tuent des centaines de milliers de jeunes hommes. Les épidémies ravagent les villes. Entre 1600 et 1700, la population de l'Espagne passe de 8,5 millions à 7 millions. C'est l'un des rares pays européens dont la population diminue au XVIIe siècle. Un empire qui se dépeuple pendant que ses rivaux croissent. La noblesse espagnole refuse de travailler ou de commercer. Le commerce est considéré comme déshonorant. L'industrie était méprisée. La seule occupation digne d'un noble est la guerre ou l'administration. Résultat, les classes qui pourraient créer de la richesse ne font rien de productif. L'Espagne est gouvernée par une aristocratie parasite qui consomme sans produire. Les impôts écrasent les paysans et la bourgeoisie naissante. La noblesse et le clergé sont exemptés d'impôts. Donc, la charge fiscale tombe entièrement sur ceux qui sont les moins capables de la supporter. Les paysans castillans payent des taxes qui absorbent 40 à 50 % de leurs revenus. Beaucoup abandonnent leurs terres et fuient vers les villes ou les Amériques. Les campagnes se dépeuplent, la production agricole s'effondre. Les colonies américaines, qui devraient enrichir l'Espagne, l'appauvrissent. L'argent de Potosí finance les guerres européennes. Les galions arrivent chargés de métals précieux, mais cet argent passe directement aux banquiers étrangers. L'Espagne est un simple conduit entre les mines américaines et les coffres génois. Séville est techniquement le port le plus riche du monde, mais la richesse ne fait que transiter. Elle n'y reste pas. Les mutineries militaires deviennent endémiques. Les soldats espagnols sont les meilleurs d'Europe, les fameux tercios, mais ils ne sont presque jamais payés à temps. Les salaires accumulent des retards de plusieurs années. Quand les soldats se mutinent, ils élisent leur propre chef, négociant avec Madrid, et refusent d'abord de combattre jusqu'à ce qu'ils soient payés. Parfois, les mutins saccagent la ville qu'ils sont censés défendre pour se payer eux-mêmes. L'armée la plus redoutée d'Europe passe autant de temps à se rebeller contre son propre gouvernement qu'à combattre ses ennemis. En 1576, la mutinerie d'Anvers détruit la ville la plus riche des Pays-Bas espagnols. En 1589, d'autres mutineries paralysent l'armée en Flandre. En 1607, année de la 4e faillite, il y a 46 mutineries simultanées dans l'armée espagnole. 46. L'Empire ne peut littéralement plus contrôler sa propre armée parce qu'il ne peut pas la payer. Les généraux espagnols supplient de Madrid d'envoyer de l'argent. Les lettres désespérées se succèdent. Sans argent, nous ne pouvons rien faire. Les soldats meurent de faim. Les mutineries se multiplient. Nous perdrons tout si vous n'envoyez pas de fonds. Mais Madrid n'a pas d'argent. Tout l'argent des Amériques est déjà hypothéqué. Les banquiers refusent de prêter davantage. Les généraux doivent se débrouiller avec rien.
Le règne de Philippe IV, 1621 à 1665, marque le sommet de l'absurdité. Philippe IV fait faillite 6 fois en 44 ans. C'est une faillite tous les 7 ans en moyenne. Les banquiers ne prennent même plus les faillites au sérieux. Elles deviennent une simple étape dans le processus de négociation. Le roi déclare faillite, les banquiers protestent pour la forme. On négocie un nouveau règlement et tout le monde reprend le jeu jusqu'à la prochaine faillite. Philippe IV dépense des fortunes pour combattre dans la guerre de 30 ans de sang. L'Espagne soutient les Habsbourg d'Autriche contre les Français et les protestants. La guerre dure de 1618 à 1648 et coûte des centaines de millions. Résultat, l'Espagne perd. Le traité de Westphalie de 1648 confirme l'indépendance des Pays-Bas et marque le début du déclin terminal de l'hégémonie espagnole. 30 ans de guerre et de dépenses astronomiques pour finir plus faible qu'au début. Pendant ce temps, Philippe IV continue de faire faillite. 1627, 1647, 1652, 1662. Chaque faillite est un peu moins dramatique que la précédente parce que tout le monde s'y attend. Les créanciers anticipent. Ils prêtent à court terme, ils diversifient, ils augmentent les taux. Les faillites deviennent une caractéristique normale et attendue du système financier espagnol. L'ironie tragique est que l'Espagne possède la plus grande source de métaux précieux du monde. Potosí produit plus d'argent que tout le reste de la planète combinée. Entre 1500 et 1800, les colonies espagnoles exportent 150 000 tonnes d'argent vers l'Europe. C'est une richesse qui défie l'imagination, et pourtant, l'Espagne est chroniquement en faillite. Comment est-ce possible? La réponse est simple. L'argent arrive, mais il part immédiatement. Il paie les dettes existantes. Il finance de nouvelles guerres. Il coule dans les poches des banquiers étrangers. Il achète des produits importés parce que l'Espagne ne produit presque plus rien elle-même. L'argent de Potosí enrichit Gênes, Amsterdam, Londres. Pas Madrid. C'est le paradoxe espagnol. Plus l'argent arrive, plus l'Espagne s'appauvrit. L'afflux de métaux précieux détruit l'industrie locale par l'inflation. Pourquoi produire en Espagne quand il est plus facile d'acheter à l'étranger avec l'argent américain? Mais quand l'argent américain est hypothéqué ou épuisé, l'Espagne n'a plus rien. Pas d'industrie, pas de production, pas de richesse réelle. Juste de l'argent qui transite et des dettes qui restent. En 1665, Philippe IV meurt, laissant le trône à son fils Charles II, un enfant malade de 4 ans. Charles II est le produit de générations de mariages consanguins entre Habsbourg. Il est physiquement et mentalement handicapé. Il peut à peine parler ou marcher. Il est incapable de gouverner. L'Espagne est dirigée par des régents et des favoris pendant que le roi fantoche règne en nom seulement. Sous Charles II, l'Espagne fait faillite 3 fois de plus. 1666, 1680, 1696. 14 faillites au total entre 1557 et 1696. Un record absolu dans l'histoire des empires. Aucun autre grand État n'a fait faillite aussi souvent et survécu aussi longtemps. Mais survécu est un bien grand mot. En 1700, quand Charles II meurt sans héritier, l'Espagne n'est plus qu'une coquille vide. L'Empire existe encore sur les cartes, mais il n'a plus de pouvoir réel. La population a décliné. L'économie est en ruine. L'armée est incapable de se battre. La marine espagnole, qui dominait autrefois les mers, ne peut plus défendre ses propres côtes contre les pirates. La mort de Charles II déclenche la guerre de succession d'Espagne. Les puissances européennes se battent pour contrôler l'Empire espagnol. L'Espagne elle-même est à peine impliquée. Elle est devenue l'enjeu, pas l'acteur. Finalement, Philippe V, un Bourbon français, monte sur le trône. Les Habsbourg, qui ont régné pendant près de 2 siècles, disparaissent. Leur héritage, 14 faillites et un empire ruiné. Qu'est-ce qui a mal tourné? Comment l'empire le plus puissant du monde a-t-il pu échouer si spectaculairement dans la gestion de finances que des cités-États italiennes géraient avec succès? Premièrement, les guerres incessantes. L'Espagne a combattu continuellement pendant 150 ans. Contre les Turcs, contre les Français, contre les Anglais, contre les Hollandais, contre les protestants allemands. Chaque guerre coûtait des millions et ne rapportait presque rien. L'Espagne s'est épuisée à essayer de maintenir une hégémonie européenne qu'elle n'avait plus les moyens de financer. Deuxièmement, l'incompétence économique structurelle. Les rois espagnols ne comprenaient pas les finances. Ils voyaient l'argent américain comme un revenu illimité. Ils empruntaient sans limite. Ils ne réformaient jamais le système fiscal. Ils ne développaient jamais l'économie productive. Ils vivaient dans l'illusion que l'argent de Potosí durerait éternellement et résoudrait tous les problèmes. Troisièmement, le mépris aristocratique pour le commerce et l'industrie. La noblesse espagnole considérait le travail productif comme déshonorant. Un vrai noble ne travaillait pas, ne commerçait pas, ne produisait rien. Il combattait, administrait ou priait. Cette mentalité a tué toute possibilité de développement économique. Pendant que l'Espagne méprisait le commerce,
Amsterdam et Londres construisaient des empires commerciaux qui les enrichiraient pour des siècles. Quatrièmement, la corruption et l'inefficacité bureaucratique. L'administration espagnole était massive, lente, corrompue. Des décisions qui prenaient des jours à Londres ou Amsterdam prenaient des mois à Madrid. L'argent disparaissait dans des couches successives de bureaucratie avant d'arriver à destination. Les généraux attendaient des mois pour des fonds qui avaient été envoyés depuis longtemps mais qui s'étaient évaporés en chemin. Cinquièmement, l'absence totale de crédit fiable. Parce que l'Espagne faisait faillite régulièrement, elle ne pouvait jamais établir un système de crédit stable à faible coût comme l'Angleterre ou la Hollande. Ces pays empruntaient à 3 à 5 % parce que leurs créanciers leur faisaient pas confiance. L'Espagne empruntait à 30 à 50 % parce que personne ne lui faisait confiance. Cette différence de coût du crédit rendait impossible toute compétition à long terme. Les 14 faillites espagnoles enseignent une leçon fondamentale. La richesse des ressources naturelles ne garantit pas la prospérité. L'Espagne avait l'argent de Potosi, l'or du Mexique, les richesses de 3 continents, et elle est morte en faillite parce qu'elle dépensait tout pour des guerres improductives, parce qu'elle ne développait pas son économie, parce qu'elle ne comprenait pas que la richesse réelle vient de la production, pas de l'extraction. Les Pays-Bas hollandais n'avaient pas de mines d'argent, pas de colonies immenses, mais ils sont devenus riches par le commerce, l'industrie, les finances. L'Angleterre n'avait pas les galions espagnols, mais elle a construit un empire commercial et industriel qui a dominé le monde. L'Espagne avait tout l'argent du monde, et elle a tout perdu. En 1700, quand les Habsbourg disparaissent, l'Espagne a été dépassée par presque tous ses rivaux. La France est plus puissante, l'Angleterre est plus riche, la Hollande contrôle plus de commerce. Même le Portugal, minuscule en comparaison, gère mieux ses finances. L'Espagne, qui dominait l'Europe en 1550, est devenue une puissance de second rang en 1700. Les 14 faillites ne sont pas des accidents. Ce sont les symptômes d'un système économique et politique fondamentalement dysfonctionnel. Un système qui valorisait la gloire militaire sur la prospérité économique, qui méprisait le travail productif, qui croyait que les métaux précieux étaient la richesse, qui ne comprenait pas que faire faillite détruit la crédibilité, augmente les coûts d'emprunt et crée une spirale descendante dont il est presque impossible de s'extraire. Chaque faillite rendait la suivante plus probable. Chaque défaut augmentait les taux d'intérêt pour les emprunts suivants. Chaque restructuration détruisait un peu plus la confiance. Après la 10e faillite, les créanciers savaient qu'il y en aurait une 11e. Ils prêtaient en conséquence à des taux qui garantissaient presque que l'Espagne ne pourrait pas rembourser, ce qui déclenchait une nouvelle faillite. C'est la spirale de la mort financière, et une fois dedans, il n'y a presque aucun moyen d'en sortir sans réforme radicale que les Habsbourg n'ont jamais été capables d'entreprendre. Ils ont continué à faire ce qu'ils avaient toujours fait, emprunter, dépenser, faire la guerre, faire faillite, répéter, jusqu'à ce que l'Empire s'effondre de simple épuisement financier. L'histoire des Habsbourg espagnols est l'histoire d'un suicide économique en 14 actes. Chaque faillite était une mort symbolique. Chaque fois, l'Empire renaissait un peu plus faible, un peu plus endetté, un peu moins crédible. Jusqu'à la faillite finale, non pas officielle celle-là, mais réelle, l'extinction de la dynastie et l'effondrement de toute prétention à l'hégémonie européenne. L'Empire qui ne voyait jamais le soleil se coucher est mort non pas conquis par des armées, mais étouffé par ses propres dettes. 14 faillites en 140 ans, un record qui ne sera jamais battu, un monument à l'incompétence économique la plus spectaculaire de l'histoire des empires.